Chers amis, bonjour. C'est avec grand plaisir et beaucoup d'humilité que je réponds à Touk. Donc Touk, c'est son prénom, il va se reconnaître. Je me permets de ne pas dévoiler son nom complet. Touk est un membre de notre communauté qui m'a contacté de toute façon ouvertement quand j'ai parlé des statuts juridiques des entreprises à Madagascar il y a 2 mois de cela. Cher Touk, j'ai pas oublié la question, j'ai juste pris le temps d'y répondre. Donc voilà, le temps est toujours compliqué. Je me suis permis de trouver un créneau pour pouvoir répondre à la question. Je rappelle, la question c'était 1. J'aimerais savoir pour le cas des groupes d'entreprises, comment ça se passe au niveau des statuts juridiques. 2. Et comment on fait ou quelles sont les procédures pour la création de groupements d'entreprises comme il a donné 3 noms que j'ai cachés pour ne pas faire de la pub pour ces groupes d'entreprises, mais ce sont des grands groupes très connus à Madagascar. Donc il a donné 3 noms. Et à la fin, 3e phrase, en passant, merci pour les vidéos que vous faites. C'est toujours un plaisir de les suivre. C'est le genre de commentaire qui fait beaucoup plaisir et moi je prends le temps de répondre aux commentaires, pas forcément du tac au tac, comme le cas ici. Je vais répondre quand cette vidéo est en ligne. Mais voilà, j'aimerais parler du groupe d'entreprises à Madagascar. Donc, en 2014, il y a une note qui est sortie par le ministère, dans le temps ça s'appelait ministère des Finances et du Budget. Donc je prends ça parce que, pourquoi? Je vais vous expliquer, le nom du ministère rentre dans la décision en fait. La décision, c'est la décision numéro 11-MFB, voilà, ministère des Finances et du Budget, /SG/DGI du 18 décembre 2014. Donc cette décision permet le montage d'un régime MERFI, c'est ça le nom, qu'on appelle des groupes d'entreprises ou encore de holding et filiales. Donc toutes ces appellations donnent à peu près la même chose. Une société mère, en fait, c'est une société qui a une part sociale dans une autre société. Ok, donc prenons un exemple, le groupe Kentia par exemple. Le groupe Kentia, qui est un holding, est une société mère. Et cette société mère a des parts sociales dans le capital, en fait, des autres sociétés qui sont appelées des filiales ou des sociétés filles. Donc, si je prends un exemple, Kentia Domiciliation, par exemple, qui s'occupe de tout ce qui est création d'entreprise, est une filiale de la société mère qui est le groupe Kentia. Donc, comment ça se passe? Le groupe Kentia détient une part, je pense c'est 75%, dans Kentia Domiciliation, et si Kentia Domiciliation à la fin de l'année fait des bénéfices, bien sûr il y a des décisions à prendre après. On paye les impôts correspondants, toutes les charges, après il y a des décisions, est-ce que ces bénéfices, est-ce qu'on les distribue en tant que dividendes ou on va mettre de côté une partie pour voilà, des investissements futurs avec le plan de développement en place ou peu importe en fait. Mais c'est ça en fait la décision, comment on fait des bénéfices. Mais ce qui nous intéresse en fait dans ce régime, c'est que si avant de partager les dividendes, la société fille qui est dans notre cas, et là c'est le cas de notre société, ce sont des cas réels que je partage là, la dividende. Par exemple, si on décide de distribuer les dividendes à 100%, bon, c'est jamais le cas parce qu'on a toujours des investissements. Je sais qu'il y a des sociétés qui le font, mais nous, stratégiquement, bon, ça dépend des associés parce que dans chaque entreprise, on a différents associés. Donc, généralement, il y a toujours une espèce de réserve. Bon, il y a déjà les réserves légales, mais on fait des réserves exceptionnelles pour voilà, des investissements, du plan de développement, de notre stratégie de croissance, etc. Donc, admettons que 80% des bénéfices vont être distribués dividendes, c'est-à-dire des bénéfices après impôt. Donc, les dividendes, ce sont des bénéfices qui ont déjà fait l'objet d'un impôt. Quand ça rentre dans la société mère, si on n'applique pas le régime mère-fille, ce sont des placements en fait. C'est-à-dire que
l'entreprise, la société mère, dans notre cas, Groupe Quintia, a investi dans Quintia Domiciliation. Pour cet investissement, il reçoit des gains financiers. Et les gains financiers, c'est comme les ventes dans les comptes 7, comme les autres ventes. Et les gains financiers sont des recettes, des chiffres d'affaires qui va contribuer à l'augmentation des bénéfices qui, pour cette société, va encore être frappé par l'impôt sur le revenu lors de sa déclaration. Donc, le régime mère-fille, c'est-à-dire reconnaître qu'une société est en liaison, c'est-à-dire ils appartiennent à un même corps, un même esprit, un même ADN. Le gouvernement malgache, il y a 10 ans de cela, a décidé qu'on ne va pas taxer deux fois. C'est-à-dire, comme Quintia Domiciliation a déjà payé des impôts sur les dividendes qu'il distribue, quand ces dividendes rentrent dans le groupe Quintia, on ne va plus taxer encore une fois ces dividendes. Quoique ces dividendes, dans ce cas, ne vont pas faire l'objet d'un calcul dans les recettes qui vont ressortir par la suite, les bénéfices qui vont être taxés par l'IR, mais on met de côté. On va exonérer en fait cette dividende si vous avez le statut de société mère-fille, si vous avez ce régime. Et ce régime n'est pas automatique. Il faut faire une demande. Avant de pouvoir faire une demande, il y a quelques conditions à respecter et ce sont ces conditions que je vais partager avec vous aujourd'hui. Donc avant de vous partager ces conditions, permettez-moi de me présenter rapidement. Je suis Prosper Nsialoun, je suis entrepreneur depuis 2001. Je ne suis pas seul, j'ai des associés et la plupart de nos entreprises sont gérées par des professionnels qui sont des CEO, des managers, des directeurs et du coup, pour mes temps libres, je fais des partages de vidéos. Sinon, je fais du business coaching pour les entrepreneurs qui veulent investir, que ce soit à Madagascar ou dans d'autres pays d'Afrique ou pourquoi pas aussi dans mon pays adoptif qu'est l'Allemagne. Si vous êtes intéressé par ce sujet d'entrepreneuriat, de leadership, de stratégie d'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à ma page si ce n'est pas encore fait. Sinon, si vous pensez que ce genre de vidéo pourrait intéresser d'autres amis, d'autres partenaires, des gens qui adorent et qui ont la passion pour l'entrepreneuriat comme nous, n'hésitez pas à la partager. Donc, ceci étant, il y a quelques conditions, comme je dis, pour pouvoir effectuer la demande, parce que ce n'est pas automatique qu'on soit dans un régime mère-fille. Donc, sur le plan juridique d'abord, il y a certains points. La société mère doit être une société de capitaux. C'est-à-dire, soit c'est une SA, soit c'est une SAU. Donc, SA, c'est société anonyme. SAU, c'est société anonyme unipersonnelle. Soit c'est une société à commandité par action. En revanche, la société fille peut être une SA, une SAU, une société à commandité par action ou encore une SARL, c'est-à-dire société à responsabilité limitée, ou une SARL-U, société à responsabilité unipersonnelle. Condition première. Deuxième condition, c'est que la société mère doit détenir 75% minimum du capital social de la société fille. Donc, je répète, la société mère doit avoir 75% minimum du capital de la société fille. Et en plus de ça, il doit avoir 40% du droit de vote pour pouvoir assurer un blocage stratégique en cas d'assemblée générale extraordinaire. Troisième condition, c'est que la société mère doit faire un chiffre d'affaires de plus de 200 millions d'ariars par an. Ensemble avec le groupe, c'est-à-dire quand on parle de groupe ici, c'est que la société mère plus une filiale, deux filiales ou X filiales, l'ensemble du groupe doit avoir un minimum de chiffre d'affaires de 500 millions d'ariars. Quatrième condition, dans les régimes mère-fille, il peut y avoir aussi des participations croisées.
C'est-à-dire que la société mère a une participation dans la société fille, mais ça n'empêche pas que la société fille a aussi une participation dans la société mère. Dans ce cas d'un groupe, en fait, dans ce qui nous concerne aujourd'hui, la société fille ne doit pas avoir plus de 10% de part sociale du capital dans la société mère. Cinquième condition, c'est que la société mère et la société fille doivent avoir les mêmes périodes de clôture d'exercice. Si c'est du 1er janvier jusqu'au 31/12, ça doit être pareil. Si c'est du 1er juillet jusqu'au 30 juin, ça doit être pareil. Donc, il faut déjà respecter ces 5 conditions sur le plan juridique pour pouvoir enclencher la demande pour bénéficier du régime mère-fille, et cette demande se fait auprès de votre centre fiscal. Après, il y a quelques autres conditions sur le plan fiscal. Première condition, ni la société mère ni la société filiale ne doit pas se situer dans un pays à fiscalité privilégiée. C'est-à-dire si vous créez votre holding à Madagascar et que la société fille est dans un pays tax-free où on ne paie pas d'impôts, ou l'inverse, ça ne marche pas. Deuxième condition sur le plan fiscal, c'est que ni la société mère ni la société fille ne peut pas être des sociétés bénéficiaires d'un régime réel sur option ou de TVA sur option. Troisième condition, ni la société mère ni la société fille ne doit pas déjà avoir un régime préférentiel au niveau fiscal. Donc voilà, il y a 5 conditions sur le plan juridique, 3 conditions sur le plan fiscal. Si vous avez checké en fait ces 8 points, maintenant la démarche c'est d'aller vers votre centre fiscal pour effectuer la demande. Si on a un accord, le régime mère-fille s'étale sur 3 ans avec possibilité de prolongation. Pendant cette période, vous n'avez pas le droit de vendre la part que vous avez dans la société fille, sauf exception avec, bien évidemment, information et autorisation auprès de votre centre fiscal. Donc, pourquoi on fait tout ça? On fait tout ça, bien évidemment, pour bénéficier de l'exonération d'impôts sur les dividendes qui viennent des sociétés filles vers la société mère. Mais attention, il y a un minimum. Il y a un minimum de 5% des dividendes qui devraient être intégrés dans le calcul des bénéfices. Ces 5% des dividendes à réintégrer, ils appellent ça frais et charges. Donc voilà, j'espère que ces éléments vous ont éclairci par rapport à la question et j'espère que ça peut vous aider aussi à travailler sur la stratégie de votre entreprise pour optimiser de manière complètement légale la taxation de vos diverses sociétés et entreprises. Sur ce, je vous dis à très bientôt et si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas à m'écrire. Ce sera avec plaisir que je vous répondrai. À très bientôt. Au revoir.